Bonjour, c'est Dame Denise. Bonjour, c'est Insa Dengizijou. Nous vous donnons rendez-vous tous les samedis de 13h à 14h dans votre émission Mtsohozi Katso. Dans cette émission, nous vous amenons à la pêche aux éléments historiques de notre île et bien au-delà. Et soyez-en sûrs, personne ne reviendra bredouille. Mtsohozi Katso. Alors que vous soyez dans vos voitures, que vous soyez posés tranquillement à la maison, pourquoi pas à la plage en train d'écouter Mayotte la Première, soyez les bienvenus dans votre émission Mtsohozi Katso, votre émission qui parle d'histoire, de culture, de tradition et de la vie de tous les jours ici à Mayotte. Même parfois, nous vous amenons à partir au-delà de notre île. Au mois de décembre, Mayotte Première fête les 40 ans de la télé. Vous le savez déjà, puisque depuis le mois de juin, nous sommes très actifs là-dessus. Donc, pour vous amener à découvrir les coulisses de tous les événements que nous allons mettre en place. Et bien évidemment, nous ne pouvions pas passer à côté. En tout cas, Mtsohozi Katso ne pouvait pas passer à côté de ce grand événement. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous parler de l'évolution des médias à Mayotte, de la presse administrative à la révolution numérique, n'est-ce pas mon ami Insa Dengizijou? Bonjour. Bonjour Dame Denise, bonjour aux chères auditrices et auditeurs qui nous suivent fidèlement depuis quelques années maintenant. Soyez les bienvenus. Effectivement, aujourd'hui on a fait le choix de nous arrêter un petit peu pour faire le point sur les médias et l'information d'une manière générale dans la société mahoraise. On perçoit la communication via les médias comme une avancée très nouvelle. J'aimerais juste faire observer aux auditeurs qui nous suivent que avant l'arrivée des médias, que ce soit la radio, la télé ou la presse écrite, les Mahorais avaient bien des moyens de communication qui servaient à faire passer les informations dans un village ou dans tout le territoire. Donc c'est ça aussi qu'il faut peut-être repréciser le cadre que actuellement nous connaissons la radio, la télé, mais avant cela il y avait des manières de communiquer et de passer l'information qui étaient très éprouvées en réalité pour des gens qui ont connu des périodes sans médias telles que nous les connaissons. Alors, pendant que vous parlez, je pensais aux Indiens. Comment on faisait? On allumait un feu et hop, la fumée qui parlait. Comment on faisait? On allait en âne, on allait d'un côté de l'île à un autre. Mais bon, je rigole comme d'habitude, puisque vous savez que j'adore rigoler. Mais par contre, pour être vraiment sérieuse, par exemple, les avis de décès. Les avis de décès qu'on continue ici à diffuser, j'ai compris qu'à l'époque, c'était vraiment très éprouvant pour les familles parce qu'un décès qui se passait de l'autre bout de l'île pour que de l'autre côté donc de l'île, on puisse en connaître donc, cette situation, il fallait des jours et des jours. Et l'arrivée de la radio a tout changé. L'arrivée de la radio a bien évidemment était une avancée et un progrès certain pour les Mahorais. Mais effectivement, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, c'est que les moyens d'information quand il n'y avait pas la radio, quand il n'y avait pas la télé, pour que l'information puisse arriver à un destinataire, il y avait plusieurs moyens de communiquer. Donc le premier que vous avez cité tout à l'heure, en réalité, c'est pas propre aux Indiens, le feu. On communique aussi par le feu. Je prendrai l'exemple de... Oui. Avec les houloulous. Les houloulous, je ne sais pas. Le feu en tant qu'élément entrant en ligne de mire de communication, de faire passer un message, ça a toujours existé, même dans la société mahoraise. Je prendrai l'exemple de l'îlot de Mtsamboro. On sait qu'il y avait des habitants qui cultivaient sur l'îlot
depuis le Moyen-Âge, et puis ça ne s'est pas arrêté. Et dans les années 50, 60, il y a un certain nombre de personnes qui se sont installées sur l'îlot. Donc, pour faire passer un message, il y avait un endroit où, quand on allume le feu est visible depuis le village de Mtsamboro. Donc, quand il y a un feu à cet endroit-là, on sait qu'il y a un problème. Donc, les gens qui sont au village doivent agir. Soit c'est un malade, soit c'est une naissance, mais on sait qu'il y a quelque chose. Dès qu'on voit le feu, on sait qu'il y a quelque chose. Ça me fait penser à cette idée qu'on propage, par exemple, aujourd'hui encore dans notre société mahoraise, que quand, par exemple, il y a un voleur, quand il y a un problème dans le village, pour que les gens réagissent vite, il faut crier « Feu, feu, moro, moro ». Oui, et après maintenant, est-ce que c'est justifié parce que mais c'est sûr, quand les gens entendent Moro, ils sortent, ils se disent... Ils sortent, voilà. Ils sortent, mais parfois dans notre contexte, le Moro qui était un code bien établi et bien déterminé, s'achemine vers autre chose. Donc par exemple, quand il y a une descente de la PAF, on crie Moro, Moro. Et quand il y a le véritable feu, finalement, il n'y a personne qui sort parce que on ne sait pas. Trop crier au loup à la fin. Voilà. Donc, il y a un message qui a été perdu, en tout cas dans sa fonction de communication et de prévention. Ensuite, il y a le tambour. Le langage tambouriné a été à Mayotte, comme ailleurs sur d'autres territoires. Les Indiens, les Africains. Sur le continent africain, on appelle ça le langage tambouriné. C'est-à-dire un tambour parle. Selon la manière de le frapper, selon la manière de le faire sonner, de le faire jouer, on sait quel message on veut passer. En tout cas, ceux qui avaient connaissance. Les esclaves ont beaucoup utilisé ça. Le tambour. Donc, du coup, il y a aussi cette communication-là. On sait quand il y a un décès, de quel tambour il s'agit. Et on sait quand est-ce que la population est appelée à se réunir en place publique. Donc, en maoré, on dit « go malgré moi ». Donc, c'est-à-dire, on fait jouer le tambour et on appelle la population à se réunir sur la place publique parce qu'il y avait un besoin que le village communique sur un sujet. Et il y avait les fameux missionnaires, c'est-à-dire quand il y a un décès ou une nouvelle à faire passer d'un village à l'autre, on avait des personnes qui étaient missionnées pour faire parvenir un message à un autre village. Donc on sait qu'il y a eu ces personnes-là. Et parfois, il y a même toute une organisation derrière avec des personnes dédiées. Je sais, pour le cas de Mtsamboro, par exemple, dans les différents groupes de jeunes, il y avait différentes missions. Donc, on mobilisait les jeunes pour être utiles à la société. Donc, et parmi les différents groupes, il y avait, pour citer quelques exemples, pour prendre en charge, par exemple, un décès dans le village, il y avait des jeunes qui s'occupaient de creuser la tombe, par exemple. Et dans cette organisation-là, il y avait des jeunes qui étaient chargés de prévenir les familles lointaines d'un décès. Donc, si le décès intervenait le soir, par exemple, on vous réveillait, on savait qui devait transmettre, faire la commission. Donc, on vous réveillait, même si c'était à 1h, 2h du matin. Donc, vous réveillez les autres membres du groupe, vous prenez votre flambeau et puis vous partez à travers des chemins qui étaient déjà établis, connus, pour finalement prévenir la famille éloignée d'un décès, par exemple. Donc, on a ces moyens de communication. Donc, il ne faut pas croire que la société mahoraise a commencé à communiquer avec les moyens modernes, etc. Il y avait d'autres moyens qui permettaient à la société mahoraise d'être bien informée. Donc là, ce sont les moyens de chez nous, comme on dit, Zatu. Ensuite, arrivent les Français en 1841. Donc, eux, ils vivent avec d'autres manières. Comment est-ce qu'ils ont fait développer l'information ici, en tout cas, selon leurs besoins à eux? Alors, effectivement, la colonisation française, à partir de 1840-41, est un point de bascule concernant la circulation de l'information, parce qu'on va avoir au niveau de l'appareil colonial, administratif colonial, des outils en fait qui permettent de suivre l'activité de l'administration, de consigner les décisions de l'administration. On voit naître petit à petit la presse administrative.
Donc, qui est en réalité une presse miroir du pouvoir colonial. C'est-à-dire qu'on va mettre en place ce qu'on appelle des journaux officiels qui consignent année après année, mois après mois, jour après jour, les décisions relatives à la gestion de la colonie. Donc on a ici en tout cas de ce qui reste dans les archives, à partir du rattachement de Mayotte à la colonie de Madagascar indépendance, on a ce qu'on appelle le journal officiel de Madagascar. Donc c'est un outil qui va consigner toute l'activité de l'administration en réalité. Donc ce journal va durer, en tout cas sa publication va durer des années 1808 à 1946. À partir du moment où en 1846 on a la mise en place du territoire des Comores, on va avoir l'émergence d'une nouvelle presse qui toujours officielle, mais qui portera plutôt le nom de Journal officiel des Comores. Donc, ces archives constituent aujourd'hui une source précieuse pour les historiens, parce que au-delà de l'activité de l'administration, on peut retrouver des éléments qui permettent de saisir, en tout cas, la vie au quotidien des Mahorais par rapport à l'organisation, à l'évolution de la vie de tous les jours. Mais l'émergence d'une vraie presse qui va être accessible à tous va arriver à quel moment ? Très tard, en réalité. Comparé aux autres territoires ou aux autres départements, on a une presse d'information générale locale qui arrive à partir des années 1980. 1980, parce que là encore, il y a un progrès derrière le développement de la presse d'information générale sur le territoire. Et ce progrès-là, il tient à la présence sur place d'une imprimerie. Parce que la presse, une fois qu'on a un organe de presse, il faut pouvoir l'imprimer, fabriquer la presse, fabriquer le journal et ensuite l'imprimer. Donc, à partir de 1980, il y a une première société, en tout cas spécialisée dans l'impression, qui porte le nom de l'imprimerie mahoraise, qui a été créée à Dzaoudzi par un certain Michel Pinchon. Donc, qui va, à partir de ce moment-là, lancer l'aventure de la presse écrite sur le territoire. Est-ce qu'on connaît les contenus de ce premier journal de 1980 ? C'est du contenu général. De l'information parfois dans les villages, mais c'est essentiellement les grandes décisions. Et on parle beaucoup de politique surtout. Dans le contenu, c'est essentiellement de l'actualité politique. Et il faut comprendre le contexte des années 80. On est quelques années après l'indépendance des Comores, avec les Maoris qui se battent justement pour faire entendre leurs différences politiques, culturelles et historiques. C'est dans ce contexte-là justement qu'on va retrouver dans cette presse-là des années 80 beaucoup de politique. Alors, juste après, je m'avance parce que j'ai eu la chance d'évoluer dans la presse écrite, mais je pense, si je ne me trompe pas, que juste après, il va y avoir le journal de Mayotte, ce fameux journal de Mayotte. Oui, en gros, le premier titre de presse écrite qui est resté Mayotte. dans l'histoire de Mayotte. Oui, qui est resté, qui a été, c'est un titre qui a tellement marqué et qui continue à vivre par d'autres plumes de nos jours. Donc c'est une presse en réalité qui naît sous les auspices du Conseil général de l'époque, qui voulait absolument que, à la fois dans le processus de scolarisation, qu'on ait des enfants qui s'intéressent à la lecture, mais aussi dans le contexte de développement des idées, qu'on puisse faire entendre les idées du mouvement populaire mahorais, mais pas que. Il ne faut pas se méprendre, ce n'est pas parce que c'est soutenu par le Conseil général à l'époque que les voix qui sont réputées contraires au mouvement populaire n'ont pas droit au chapitre. Ça, ce n'est pas vrai.
il faut vraiment dépouiller la presse pour se rendre compte qu'il y avait une diversité d'opinions dans cette première presse qui porte le nom du journal de Mayotte. Il y a aussi une autre presse qui a beaucoup marqué les Mahorais, c'est Janana Léo. Oui, Janana Léo, là on est dans la rubrique magazine, c'est-à-dire comment on donne à voir un territoire sans interroger sa culture, son histoire, et ça va être le rôle justement de Janana Léo et des autres presses, Milana Tarehi, qui vont se concentrer surtout sur l'aspect historique et culturel. Et actuellement, c'est parmi les titres qui sont des véritables mines d'or, en réalité, pour les personnes qui travaillent sur Mayotte. Sur le volet politique, sur le volet culturel, ça reste quand même des références de nos jours. Par la suite, il va y avoir d'autres titres qui vont prendre le relais des titres que peut-être certains n'ont pas connus, comme Mayotte Matin ou le Koezi, qui existe encore aujourd'hui à Mayotte Hebdo. Qu'est-ce qu'on en sait là-dessus ? Oui, en fait, c'est des aventures à la fois intellectuelles, humaines et journalistiques qui vont à chaque fois fonder des organes de presse. Donc il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mayotte Matin, Koezi, l'Insulaire. Et l'Insulaire, quand je dis l'Insulaire, je pense à Abra, je pense à Saïd Dissouf, qui sont aussi des chevilles ouvrières de la presse à Mayotte. Mais celui qui a connu le plus qui a continué à apparaître jusqu'à très tard, en tout cas en version papier, c'est Mayotte Hebdo, qui ne paraît que sur sa version numérique. Maintenant maintenant, la version papier, elle a cessé. Mais c'est ces journaux-là qui vont animer et éclairer les débats, mais aussi informer la population mahoraise. En sachant, par exemple, si on prend le cadre de Mayotte Hebdo, il y a beaucoup d'événements à Mayotte, que ce soit le sportif de l'année, que ce soit le trophée mahorais de l'entreprise, le trophée mahorais de l'environnement. Tout ça est né de Mayotte Hebdo, ce sont leurs bébés. Voilà, justement, en fait, c'est Mayotte Hebdo est à la fois un journal, mais aussi un acteur important dans l'animation du tissu économique, du tissu sportif et du tissu environnemental. Donc, on a une presse généraliste, mais une presse aussi qui est soucieuse de pouvoir apporter un plus, une valorisation au sein de la société mahoraise. Donc, c'est ce que fait très bien Mayotte Hebdo, avec derrière vraiment des journalistes investis qui ont les idées et qui les font prospérer, développer, pour qu'on puisse avoir quand même cette qualité d'information. Et il y a un journal, on parle pas beaucoup de ce journal qui a fait un grand bruit à Mayotte, qui est le Kashkazi. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Oui, le Kashkazi, je l'ai connu. Après, c'est un titre un peu spécifique. Dans le cadre, en tout cas, mahorais, il était vécu comme assez subversif parce qu'il traitait des sujets en lien avec les Comores, ou avait une lecture en tout cas de la société mahoraise, de l'histoire mahoraise par rapport à l'ensemble comorien. Donc forcément, ça faisait un peu jaser. Donc c'était porté aussi par des journalistes qui étaient à Mayotte Hebdo au départ, qui étaient à Mayotte Hebdo, mais qui ont aussi des idées profondément serré la main, pour dire le mot. Donc après, bon, ça c'est un positionnement. C'est un positionnement, c'est pas blâmable. Mais il faut reconnaître voilà, que mais au moins c'est un signaler titre. que c'était des journaux qui ont existé titre. à Mayotte. Il y a eu Al-Balad aussi. Oui, Al-Balad, qui a été porté par des acteurs moyen-orientaux, qui finalement, on s'aperçoit, via tous les titres qu'on a cités, il y a très peu qui sont restés, et de la fragilité du tissu économique de porter vraiment un journal, parce qu'on est dans une société qui ne lit pas beaucoup, et la difficulté de la presse, c'est justement celle-là. C'est-à-dire comment on fait pour pérenniser un modèle économique et informer la population. Très peu sont arrivés à trouver le juste équilibre entre les deux.
Voilà, merci beaucoup. Alors là, vous venez de le dire, hein, la presse écrite, par moments, peine à avancer parce qu'on n'est pas encore complètement tous dans la lecture. J'espère que la future génération y sera plus qu'actuellement. En tout cas, il y a une presse qui a détrôné tout le monde et qui continue. Voilà, même là, on vient de nous l'annoncer. On continue à vraiment avoir du succès. C'est la radio. Nous en parlons d'ici quelques instants. Je vous propose simplement de partir en musique. À tout de suite. Mas wakatwabako kwatu wakovulikia radio kila siku sana wajio mais wakatwabako kwatu wakofelekeza radio kila siku sana wajio uko waya bangani hae makyo yapya yandrania asfulikia mwana sungura asfulikia mwana sungura nakupenda wewe wangu Afrika kusudi yangu duniani ni kudailia wewe mais wakati wa babatu wako kulikia radio kila siku sana wajio. Merci à tous d'être à l'écoute de Mayotte. La première, vous êtes avec Dame Denise Aïssa Dengizi joue dans votre émission Mtsohozi Katso, l'émission qui parle de l'histoire, de la culture et de la tradition et même de la vie de tous les jours à Mayotte. Vous le savez, Mayotte, la première où certains anciens ils disent RFO à chaque fois qu'ils nous voient, ils disent hey! RFO, voilà, justement, nous allons parler de ce fameux RFO parce que la nouvelle génération, des fois, ils nous croisent, ils disent c'est quoi RFO? Je dis, on va vous l'expliquer un jour. Donc, Mayotte, la première, va fêter les 40 ans de la télé et forcément, Mtsohozi Katso ne pouvait pas passer à côté. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'évolution des médias à Mayotte, de la presse administrative. Nous sommes passés à la presse écrite et cette fois-ci, nous attaquons à la radio qui est juste indétrônable à Mayotte. Alors, comment ça se fait, Insa Dengizi Jou? Il y a un contexte qui est évident, celui de l'oralité. Et quand en début d'émission, on a dit qu'il y avait des moyens de communication, ces moyens de communication étaient beaucoup liés à l'oralité. Et la radio, elle a cette facilité de capter l'attention parce que on peut l'écouter à tout moment sans forcément nous encombrer et qu'on est déjà habitué à avoir l'oreille qui soit attentive. Donc, on n'a pas de mal à imposer la radio dans notre contexte en réalité. Et justement, quelle a été la première radio à Mayotte? Je fais genre, je ne le sais pas, même si je le fais, mais j'ai envie que vous le disiez aux gens. Dans le contexte du territoire des Comores, les outils d'information, en tout cas dans leur mise en place, sont dupliqués du modèle national, donc du modèle français. Et dans ce contexte, on avait ce qu'on appelle l'ORTF. C'était un monopole d'État, l'Office de radiodiffusion télévision française, qui a porté la première radio de Mayotte. Donc c'est à travers l'ORTF que les Mahorais ont été informés de l'actualité à la fois locale, et nationale et internationale. Et il y avait dans cette perspective justement toute une éducation qui s'était mise en place. C'est-à-dire que
pour bien comprendre l'outil radio, dans les écoles, on avait des séances justement dédiées à comment on consomme la radio, comment on l'écoute, qu'est-ce qu'on y apprend. Et dans les écoles des années 60, il y avait des créneaux réservés justement à l'écoute de l'information. Donc oui, il y avait des postes radio dans les écoles et on invitait les élèves à venir écouter les informations de ce qui se passait à l'extérieur et en métropole. Donc cette radio va s'implanter à Pamandzi, dans les locaux où était justement l'ancienne station RFO, qui actuellement accueille, je crois, une section de la police municipale de Pamandzi. Donc c'est là le lieu historique du développement de la radio. D'ailleurs, de vous à moi, je pense que ça devrait rester un lieu historique. De vous à moi, peut-être un musée. Ça l'est justement. Si la commune de Pamandzi s'est battue pour justement intégrer les locaux, c'est justement pour en préserver l'histoire du site. Oui, mais moi je parlais de le laisser en tant que musée pour que les gens viennent visiter, savoir c'est là où un tel technicien travaillait, c'est là où se faisait le journal. C'est comme ça en fait qu'on aurait... En tout cas, moi personnellement, quand je suis nostalgique de ces lieux, c'est ça. Oui, ça peut être un projet qui aurait du sens. D'autant plus que là, on est amené à faire de l'éducation aux médias. Donc, ça peut être un lieu où on peut développer justement cet aspect-là. Mais ça, c'est... Oui, ça ne dépend pas de nous, mais voilà, nous, je donne des idées comme ça. Les chefs, ce sont les boss ici qui vont décider s'ils le mettent en place ou pas. Mais ça a son intérêt, en tout cas, pédagogique. Et son intérêt historique. C'était là là où on appelle le lieu La Ferme. C'est le lieu historique de l'implantation de la radio. Pourquoi La Ferme d'ailleurs? Ça, je ne sais pas, il faut demander aux Pamandiens pourquoi La Ferme. Les Pamandiens, si vous savez que vous nous croisez, expliquez-nous pourquoi La Ferme. Je n'ai pas creusé cette piste-là. Peut-être qu'il y avait une ferme par là. Peut-être, ouais. Peut-être. Ça peut s'expliquer par le fait que... Là, maintenant, je me souviens, j'avais fait un entretien avec le docteur Henry et il nous racontait sa scolarité. Et dans son planning, je lui avais demandé de détailler un peu c'était quoi le planning type d'un élève à son temps, à son époque. Et il donnait toutes les matières. Et puis ensuite, il a dit, mais on avait aussi des séances d'agriculture. C'est-à-dire, voilà, et qui se passait dans cette zone-là. Peut-être la ferme s'est héritée de cette activité, des jardins pédagogiques qui étaient exploités par l'école de Pamandzi, la première école de l'île. Donc peut-être, ça c'est une hypothèse que je mets comme ça à chaud, parce que vous m'avez posé la question et que je me suis rappelé qu'il y avait ce témoignage-là. Peut-être. Et l'ORTF a été planté là. Désolée, j'ai sorti le mot avant vous. Pardon. Ouais. Donc le RTF a fait ses débuts dans cette partie-là et est resté jusqu'au déménagement des années 66. L'ORTF, donc l'Office de radiodiffusion télévision française. Oui, tout à fait. Et cette première radio, elle a aussi son histoire, hein, c'est-à-dire comment elle imprègne la société et comment la société comprend que c'est important quand même de maîtriser cet outil. Je prendrai un exemple en 1966. Un exemple très connu à Mayotte. Oui, c'est... J'espère que vous qui nous écoutez, vous connaissez ça. Sinon, ouvrez grand vos oreilles et apprenez. Les femmes Soroda ont occupé la RTF parce que la radio avait tellement d'impact que parfois, ou même souvent, les discours qui sont distillés ou les informations qui sont transmises faisaient l'objet d'une attention particulière. Elles avaient déjà compris, parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple au niveau numérique, on est à l'ère de numérique, mais on voit que toutes les informations, il y a tellement de gens, ils avalent, ils gobent, ils se disent c'est comme ça. Donc ils avaient déjà compris, ces Soroda, elles avaient déjà compris l'importance de la diffusion radio à ce moment-là. Oui, tout à fait. Elles avaient compris que la bataille politique et idéologique se gagne aussi à travers les ondes. Donc, elles ont occupé
en 66 le siège de l'ORTF parce qu'elle jugeait justement que à la fois le discours et les informations n'allaient pas dans leur sens, mais surtout que souvent sur l'antenne étaient diffusés des propos injurieux à l'encontre des Mahorais. Donc il fallait en quelque sorte réaffirmer le fait qu'elles écoutaient, elles entendaient, mais elles n'étaient pas forcément d'accord. Donc ça c'est l'aspect politique et l'aspect importance de la radio au sein de la société mahoraise. Là, vous nous avez parlé de l'ORTF. On ne peut pas parler de l'ORTF si on ne parle pas de Radio Tanganyika aussi, parce qu'à cette époque-là, c'était peut-être pas à Mayotte, mais c'était énormément écouté. Oui, c'est dans la prolongation en fait de l'occupation de l'ORTF par les femmes en 1966. Les gens vont dire mais on est en 74, 75 et puis de 66. Si, c'est la prolongation, c'est le prolongement en fait de cette protestation qui va ériger en fait la radio comme un outil de résistance et d'ouverture culturelle. Là, quand on parle de Radio Tanganyika, pourquoi en réalité la Radio Tanganyika va s'imposer dans les foyers mahorais? Là, il faut poser le contexte. On est après l'indépendance des Comores en 74-75. Avant l'indépendance, il y a tout le processus, les campagnes, la mobilisation des uns et des autres. Donc la radio devient très vite un terrain de lutte. Au moment où les Comores deviennent indépendants, enfin en tout cas déclarent l'indépendance, les auditeurs mahorais vont tout simplement refuser, en tout cas la majorité, c'est pas tous les auditeurs, faut pas exagérer, vont refuser d'écouter Radio Comores. Après l'indépendance des Comores, en 1975, une grande majorité de Mahorais qui avaient accès à la radio vont refuser d'écouter la Radio Comore. La Radio Comore parce que le message politique, bien évidemment, était contraire à leur positionnement idéologique. Donc, ils vont se détourner de cette radio qui, pour le coup, apparaît cet acte de ne pas écouter la Radio Comore apparaît bien évidemment comme étant un acte de résistance. Il faut comprendre pourquoi il n'y a pas tout de suite... Il y a un vide en réalité. À partir du moment où on a l'indépendance des Comores, il y a un vide au sein de l'appareil. Il y a un vide radiophonique. Pourquoi ? Parce que le siège de l'ORTF a été transféré à Moroni. Et Moroni étant devenu la nouvelle capitale des Comores indépendantes, le message qui était transmis était bien évidemment celui des Comores. Donc les Mahorais n'avaient pas de radio. J'allais vous poser la question justement, qu'est-ce qu'était devenu l'ORTF ? Mais c'est vrai, je comprends pourquoi certains de nos anciens techniciens qu'on a connus ici ont travaillé là-bas, parce qu'ils sont partis pour aller travailler là-bas. Oui, ils sont partis pour travailler là-bas et ils sont restés très longtemps. Après le coup d'État d'Ali Soili, il y avait encore des Mahorais au sein de l'ORTF à l'époque. Donc, une fois que les Comores sont devenues indépendantes, il y a un vide. Et ce vide-là va être comblé par Radio Tanganyika. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Radio Tanganyika, c'est une radio qui se trouve sur le continent africain. Les Africains, à ce moment-là, ils n'étaient pas pro-indépendants. Oui, quand on regarde de l'histoire du Tanganyika, qui s'est battu pour son indépendance avec Mwalimu Nyerere, etc. Donc, ils ont développé des outils. Mais la radio Tanganyika n'était pas perçue par les Mahorais comme étant celle qui fustigeait le positionnement des Mahorais pro-français. Donc, ou pour la plupart, ils ne comprenaient pas nécessairement le Kiswahili qui était la langue de cette radio. Ce qui va les intéresser, c'est de pouvoir passer des bons moments, écouter la radio, mais surtout profiter de la musique que la radio Tanganyika va diffuser. Donc c'est cette ouverture culturelle qui va amener des inspirations au sein des
des troupes mahoraises qui se forment, les groupes de musique qui se montent, etc. Dans les années 1970-1980, beaucoup de groupes de chanteurs mahorais qui vont s'inspirer de la musique à la fois de la rumba congolaise qui passe à Radio Tanganyika, même les musiques tanganiquaises qui sont diffusées au sein de cette radio. Et Radio Sungura, c'était voilà, ça? Mona Sungura, etc. Là, Ben Mohamed en connaît un paquet, peut mieux en parler que nous ici. Mais il faut le contexte du développement de l'écoute de la radio de Radio Tanganyika Mayotte, c'est lié au fait que les Mahorais étaient confrontés à un vide radiophonique et se sont retournés au détriment de la radio Comore vers la Tanzanie. Tanganyika, on parle bien de la Tanzanie? Oui, la Tanzanie, c'est l'association entre la Tanzanie et Zanzibar. Tanganyika, c'est vraiment le pays continental à la base. Ensuite, on va arriver vers les années 80-2000 où on va avoir l'émergence de radios privées à Mayotte. Oui, de radios privées. Là encore, il faut poser le contexte pour que les gens puissent comprendre comment les choses se passent. En France, avant 1981, c'est-à-dire avant l'élection de François Mitterrand, la radiodiffusion était un monopole d'État. Donc, pouvait émettre que les stations publiques. Ensuite, dans le mouvement, l'euphorie de l'élection présidentielle qui a vu arriver au pouvoir François Mitterrand, il y a une libéralisation. On donne la possibilité à des acteurs privés de pouvoir porter des projets à la fois dans le domaine de la télévision, mais aussi dans le domaine de la radio. Donc à Mayotte, on va aussi se saisir de cette liberté nouvelle pour créer des radios privées. Et la première de ces radios privées, c'est bien évidemment Radio Diani, qui a été créée et qui a commencé à émettre à partir de 1988. Donc là encore, on comprend que la politique est vraiment au cœur de ces luttes. L'idéologie, la politique, etc. Donc là, la radio Diani va être portée par le RMPR. J'aime bien le RMPR parce que je crois que c'était ma grand-mère, j'entendais, mais RMPR, c'était pas RPR. Non, c'est le RMPR. De Chirac, c'est devenu RMPR à Mayotte, c'est ça? Ouais. Donc, en fait, parce que les militants de ce nouveau parti jugeaient que RFO, Mayotte, donnait beaucoup plus la parole au mouvement Soroda, au MPM, au MPM, qu'à d'autres formations politiques. Donc, ils avaient jugé nécessaire d'avoir une voix qui puisse véhiculer leurs idées et leur manière de penser. Donc, voilà comment voit le jour la radio Diani. Donc, cette radio a eu un succès, bien évidemment, parce que les gens voulaient un peu changer. Et puis, la démocratisation du transistor arrivait en même temps. Donc, cette radio existe jusqu'à nos jours, a formé beaucoup d'animateurs d'ailleurs qui sont actuellement en fonction. Ne me regardez pas, moi je suis passée par Europe 2, par Énergie. Beaucoup d'animateurs qui sont en fonction à Mayotte, la première, sont passés par Diani. Donc c'est un outil très formateur. Donc voilà un peu, il faut savoir que la radio ici a été toujours et peut-être demeure encore de nos jours un lieu de lutte politique et d'influence politique. Et on le voit sur les réseaux sociaux, comment les gens écoutent la radio et se saisissent des sujets qui sont abordés pour finalement dire qu'on va dans un sens ou dans l'autre. On s'attaque à la télévision, je vous l'ai dit, nous sommes à la 40e année de cette télévision, donc si on remonte, ça donne 1986. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cette année ? Oui, c'est la petite lucarne qui arrive dans les foyers. Et là, la vie s'est arrêtée ? La vie s'est arrêtée pour les gens qui sont encore en milieu urbain. Mais les gens qui sont en dehors du territoire de Mamoudzou, Pamandzi sont complètement
on leur raconte la télé. Ils ne voient pas la télé encore. Au début des années 90, il y a des villages qui n'ont pas encore la télé. Donc, on leur raconte la télé, les aventures de MacGyver, etc. etc. Ah, Ouais. Donc, alors, moi, ce qui est impressionnant à la télé, quand la télé est arrivée, c'est qu'on regardait tout. Parce que tellement on Oui. était content, on regardait apostrophe, des chiffres et des lettres, on disait c'est un litre, L, M, on regardait tout ce qui se passait, on a regardé Thalassa, on a tout regardé. C'est pour ça peut-être qu'on est devenu un peu plus intelligent que la génération actuelle. je sais pas, je sais pas. Je vous Je fais sais des pas. bisous. En tout cas, cette télé arrive et elle commence à émettre 2-3 heures, voire 4 heures, mais elle n'est pas en continu. Les techniciens ici qui ont en tout cas été là au tout début de la télé disent combien ils étaient dépendants des liaisons aériennes entre Mayotte et La Réunion parce que des cassettes arrivaient de La Réunion pour les diffusions. Et puis va se mettre petit à petit un programme local, notamment via la diffusion d'un journal de 5 minutes au début, dans les années 1989. Donc, on voit que cette télé qui arrive va être très vite un moment social pour les Mahorais parce qu'on se rassemble pour regarder la télé. Parce que tout le monde n'a pas la télé et puis on délaisse un certain nombre de moments de sociabilité et la télé va c'est la être, fin des halé-halé voilà, et tout, va être ce média qui va servir de sociabilité pour une génération. Vers les années 1999, bon, je ne vais pas dire que c'est la fin du monopole de Mayotte la première, parce que on reste quand même aujourd'hui la télévision la plus regardée, mais il arrive d'autres télés qui font en fait qu'il y a une diversité des programmes à Mayotte. Juste avant, préciser qu'à partir de 1999, on a une télé, en tout cas RFO, qui émet de 24 heures sur 24. Ensuite, il va y avoir le paysage audiovisuel va se diversifier à partir des années 2000. On a en 2011 la création de Kwezi TV, de Télémant en 2016 et puis en 2022, le plus récemment arrivé sur le marché, c'est Chiconi FM. Qui crée des émissions et qui continue à faire vivre le paysage audiovisuel. Allez, je salue le village de Handema qui a eu un petit peu de retard avant d'avoir la radio, la télé, ainsi de suite. Donc, je leur fais un gros bisou, une grande pensée pour eux. Pour conclure cette émission, on voit quand même qu'à Mayotte, malgré l'arrivée du numérique, qui fait un bond extraordinaire, vraiment, parce que même à Mayotte première, à aujourd'hui, l'avenir, on le voit aujourd'hui au niveau du numérique, la radio et la télé, notamment par exemple la télé au niveau des journaux, restent très présentes dans la vie des Mahorais. Surtout la radio. La radio, elle est l'outil central de la consommation de l'information à Mayotte. Après, un basculement générationnel qui s'opère avec des jeunes qui sont plus connectés, etc. Mais localement, la radio, elle est un outil primordial parce que on voit, il y a des émissions qui sont diffusées à 4 heures du matin, par exemple. La prise d'antenne, c'est à 4 heures du matin. Et les gens sont dans leur voiture, qui sont dans la voiture, même qui donnent des informations judicieuses sur la circulation, etc. Pratiques, oui. Ouais. Voilà, donc du coup... Le soir aussi, oui. Moi, le soir, je suis dans Parano pour rentrer chez soi. Les gens, ils donnent des infos aussi, oui. Parce que les informations de la route, c'est très important. C'est très important. Donc la radio, elle reste quand même l'indétrônable sur l'île. Et que la télé, elle n'a pas ce côté pratique d'être transportable partout, même si aujourd'hui on a des radios filmées aussi, ouais. Parce que le journal, parce que la matinale, elle est filmée aussi, petit à petit, nos émissions sont de plus en plus filmées. Mais ça, c'est l'ère du numérique. Voilà, c'est l'ère du numérique, mais qui appartient à une génération
qui peut-être est plus volatile que les personnes qui sont vraiment fidèles à la radio, comparé au numérique. Ils vont consommer un contenu et tout de suite passer à autre chose. Quelqu'un qui écoute la radio, une émission, va être attentif du début à la fin de son émission. Donc, chaque époque a son public. Merci beaucoup Insa de Ngizijo une nouvelle fois pour avoir été avec nous ce samedi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se quitte avec la citation à garder en tête à chaque fin d'émission. L'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine Insa. À la semaine prochaine. Pour ceux et celles qui sont dans leur véhicule, je vous souhaite une bonne route et puis on se retrouve la semaine prochaine.